J'ai l'autorisation de commencer. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un tout grand merci d'être présent, parce que vous êtes là quand même en nombre, et je suis vraiment contente pour ça. Un grand merci à toute l'équipe de Clé qui a aidé, qui a contribué énormément à préparer toute cette assemblée générale. Merci à tous. On peut déjà les applaudir pour commencer, hein, ça vous échauffera. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, je pense qu'on commence déjà un petit peu en retard, mais on va essayer de rattraper tout ça. Alors, on va commencer par les devoirs rituels. Constitution du bureau. Donc, en général, le président, c'est Grégoire Couplet. Grégoire, où es-tu ? Voilà. Est-ce que tu acceptes d'être président du bureau ? Vous êtes d'accord ? Ça va. Alors, il me faut un secrétaire. Eric, est-ce que ça te va ? Voilà, tu parles là. Ok, ça lui va aussi. Et alors, et ça maintenant je m'adresse vraiment à la salle, il me faut 2 scrutateurs ou scrutatrices, de préférence un scrutateur et une scrutatrice. Il y en a 2. Albert, d'habitude. Et alors, qui d'autre ? Soyez pas timide. Il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de scruter. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, les 2 scrutateurs, vous serez invités à venir signer le PV, et je pense qu'on n'a pas prévu de format papier du PV cette année, donc vous serez invités à le signer électroniquement après. Soyons modernes. Alors, donc, non, c'est l'approbation de l'ordre du jour. L'ordre du jour, il est très synthétique. D'abord, la constitution du bureau, on vient de le faire. L'approbation de l'ordre du jour, qu'on va faire dans un instant. Le rapport d'activité et de gestion 2024 et la présentation des comptes 2024. Ensuite, l'approbation des comptes et de l'affectation des résultats. La décharge aux administrateurs pour l'année 2024. Et un point divers. En fait, ce point divers, c'est un petit débat. Enfin, c'est plutôt des questions-réponses. Hein. Plutôt ça, en fait. Et un petit débat. Et puis un petit verre de l'amitié. Donc on va procéder par acclamation. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver l'ordre du jour ? Merci. Et je passe la parole à Manon. Rebonjour. Donc, je suis Manon Droulet, la chargée de communication de Clé avec Pascal en binôme qui est à l'accueil. On va vous présenter aujourd'hui donc le rapport d'activité et les comptes de la coopérative. On va commencer par le développement de la coopérative, les chiffres de la coopérative, de la production. Fabienne va vous expliquer les projets en développement de l'année 2024 principalement, puisqu'on a beaucoup de projets, mais on va se concentrer sur ceux qui ont été mis plus en avant l'année passée. Un petit point sur Sycope Notre Énergie, dont vous avez entendu parler, c'est l'éolène offshore, puisqu'on a lancé notre premier projet citoyen en mer du Nord. Un petit récap sur Cossiter, sur Escope Wallonie. Donc Cossiter, c'est le fournisseur d'électricité que vous connaissez, j'espère tous. Et Rescope Wallonie, la fédération de coopératives de production d'énergie renouvelable en Wallonie, pardon. On aura Jean-François qui va vous expliquer les indices d'électricité, Fabienne qui va vous expliquer un point sur les certificats verts et le soutien aux certificats verts, et puis on laissera la main à Jean-François qui vous expliquera les comptes et l'affectation du dividende. Alors, les chiffres de la coopérative, donc, comme vous le savez, on est la coopérative pour les énergies du futur, Clé. On est devenu en 2024 Ça va commencer, comme d'habitude, je mélange toutes les lettres et tous les chiffres. N'ayez pas peur, c'est normal. Donc c'est SCES, donc Société Coopérative Agréée Entreprise Sociale. Au 31/12/2024, on était à 2425 coopérateurs. Il faut savoir qu'on a passé cette année la barre des 2500 coopérateurs lors de notre dernière levée de fonds. On a souscrit 6 649 250 € et on avait
9 employés, qui est un équivalent temps plein de 7,43 ETP. Vous pouvez voir aussi sur les chiffres, donc on a une différence de capital et de coopérateurs qui sont arrivés ici ces derniers temps. C'est bien évidemment grâce à vous et grâce au levée de fonds qu'on a mené ces 2 dernières années. Et vous voyez également la répartition des coopérateurs ici en Wallonie et plus principalement dans le Hainaut. C'était Pascal qui devait venir présenter, mais je vais prendre la main. En 2024, on a 3 actionnaires démissionnaires, tous les 3 pour la totalité de leur action. Il faut savoir que donc, le nombre d'actions concernées, c'est 60, à savoir 3 fois 20 actions. Et il n'y a bien évidemment qu'une seule classe d'actions, si vous ne le savez pas, chez Clé. On n'a refusé aucune demande de nouveaux coopérateurs, donc tout le monde est encore le bienvenu, il n'y a pas eu de souci. De démission, et de coopérateurs, en effet. Et, on a reversé un montant de 40 750 €, soit 9 coopérateurs pour 163 actions. En termes de production, donc, on a l'année passée eu 30 169,35 MWh de production sur tous nos outils. Il y a donc en équivalence de ménages 8 619 ménages,82 qui ont été produits, et on a pu éviter 13 757 tonnes de CO2. Il faut savoir que chaque part équivaut donc à 517,24 kg. On est maintenant à un chiffre de 202 828 MWh produits cumulés depuis la fondation de la coopérative, ce qui est quand même pas mal. Et vous pouvez voir aussi malheureusement qu'on a eu une année un peu moins productive que celle d'avant, puisque les éléments ont fait qu'on a moins produit, il y a eu moins de vent. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Au niveau du développement, donc je vais redemander à Fabienne de venir. On va vous présenter principalement les projets Buisnay, Mourcourt et Rumilly, Génie, Kévy et Montcestine, puisque je vais la laisser expliquer bien évidemment. Pontassel, La Plaigne et Rouveroy sont des projets qui soit n'ont pas forcément évolué ou qui sont neufs. Merci. Voilà. Et donc, on va commencer par de dire quelques mots sur le projet Kévy. Le projet de Kévy, c'est un parc de 6 éoliennes, dont 2 éoliennes seront citoyennes, une qui sera pour émission zéro et une pour Clé. Et le permis a été octroyé en première instance en 2024, mais il a ensuite été refusé en recours par les ministres en octobre 2024. Storm, avec qui on co-développe ce parc, Clé et émission zéro, ont introduit un recours contre ce refus au Conseil d'État. Et en octobre 2024, on a eu une ordonnance du Conseil d'État qui reconnaît le caractère prioritaire du recours. Et ça, en soi, c'est officiellement une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est bien effectivement dans les nouvelles conditions de traitement du Conseil d'État par rapport au recours éolien. C'est que le Conseil d'État a maintenant théoriquement un délai pour rendre ses décisions dans ce genre de recours, mais ça reste un délai théorique. Donc on espère qu'ils vont quand même s'attacher à le respecter. Deux autres projets qui sont assez loin, même très loin aussi dans les procédures, ou dans les procédures qui sont repassées plusieurs fois. Donc Montcestine, c'est un parc de 7 éoliennes qui sont vraiment à cheval sur Mons et sur Estine, avec une éolienne sur Estine, les autres sur Mons. Et c'est une prolongation du parc existant d'Estine. Vous savez, les premières éoliennes de 200 mètres qui étaient terrestres à l'époque. Qui sont toujours terrestres, mais les premières éoliennes de 200 mètres sur Terre. Donc une éolienne de ce parc doit être normalement à 100% citoyenne. C'est un parc qui est co-développé avec Eneco et avec Renner Énergie.
Et le permis a d'abord été refusé en première instance, puis autorisé par les ministres en décembre 2023. Je dis les ministres parce qu'à l'époque, il y avait encore 2 ministres qui signaient les recours. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Le Conseil d'État a annulé le permis unique en décembre 2024 sur base d'éléments de biodiversité et de paysage. Et les demandeurs, donc dans ce cas-ci, Eneco, Renner Énergie et Clé conjointement, nous avons introduit des compléments à l'étude d'incidence début 2025 pour que le ministre ait les éléments en main pour reconsidérer le permis. Étant donné que le permis qui avait été délivré par les ministres a été annulé par le Conseil d'État, on reprend la procédure au même point, c'est-à-dire à l'examen par les ministres. Et donc le complément d'étude d'incidence répond aux éléments qui avaient été pris par le Conseil d'État pour annuler le permis. Alors le parc de Génie, Génie pour Genappe et Nivelles, puisque c'est un parc qui est à cheval sur Genappe et Nivelles, 3 éoliennes de part et d'autre de la frontière communale. Pour ce parc-là, qui est co-développé avec Renner Énergie, 2 éoliennes doivent être à 100% citoyennes. C'est toujours conditionné à l'octroi de l'ensemble des éoliennes demandées, sinon il y a des nuances. Ce permis a été demandé en 2017. Oui, juste pour vous donner une petite idée des délais que ça peut prendre. Il a d'abord été refusé, puis il a été accordé à ce moment-là par les ministres en 2018, annulé par le Conseil d'État en 2020, réaccordé en 2021 par les ministres, à nouveau attaqué par les mêmes interlocuteurs, dont la ville de Genappe, en annulation auprès du Conseil d'État. Et maintenant, on espère la décision du Conseil d'État pour 2025. Mais ça fait 1 an que le Conseil d'État nous dit que c'est le 2e dossier sur leur pile. Mais le problème, ils ont parfois des dossiers qui passent devant en urgence. Et lorsque ce dernier recours a été introduit, on n'était pas encore dans la nouvelle procédure du Conseil d'État. Et donc, le Conseil d'État n'a strictement aucun délai pour remettre son avis et sa décision. Mais le problème, c'est que ces recours incessants devant le Conseil d'État, c'est en fait un moyen d'essayer d'empêcher que les parcs éoliens se construisent, purement et simplement. Donc, à un moment donné, on prend ou on ne prend pas la décision d'entamer la construction, même lorsqu'il y a un recours au Conseil d'État. Évidemment, il faut qu'on ait un permis au départ. Si on n'a pas de permis au départ, forcément, on ne va pas entamer une construction. Mais le fait que le permis soit en recours en annulation auprès du Conseil d'État n'enlève rien à la validité du permis. Et en fait, c'est ce qu'on a fait pour Leuze, pour notre toute première éolienne à Leuze Europe. C'est ce qu'on a fait. On a construit l'éolienne alors que le recours était en annulation auprès du Conseil d'État. Et on a bien fait parce qu'il a fallu 10 ans avant qu'on soit libre de tout recours. Et donc, si on avait attendu d'être libre de tout recours, on aurait perdu 10 ans de possibilités de production. Et donc, en accord avec Renner, enfin c'est plutôt Renner avec l'accord de Clé, on a entamé un début de mise en œuvre du permis. Pas encore vraiment les fondations ni la construction de l'éolienne, mais les sondages qui doivent être faits sur les parcelles pour définir précisément le type de fondation, etc. Et aussi la mise en œuvre des mesures de compensation pour la biodiversité, qui doivent être mises en œuvre avant que l'on commence à construire le parc. Le projet des Mourcourt-Rumilly, ça aussi, c'est un projet qui date, je ne sais plus si j'ai mis là-dedans, je n'ai pas la date sous les yeux, mais je pense que ça doit bien être plus ou moins 2015-2016, les premiers éléments d'investigation sur ce parc, ces 2 parcs. Donc Mourcourt et Rumilly, c'est 2 parcs de 3 éoliennes, de part et d'autre de la E429, et qui sont proches l'un de l'autre, vraiment très proches l'un de l'autre. Des parcs qui sont co-développés avec Storm
Et initialement, on avait 20% de chacune des deux sociétés d'exploitation, une pour Mourcourt, une pour Rumilly, mais avec la possibilité de demander de convertir ces 20% en la propriété pleine et entière d'une éolienne dans un des deux parcs, dans le parc de Rumilly en fait, si jamais les deux parcs étaient autorisés. Et miracle, les deux parcs sont autorisés, les deux parcs sont libres de tout recours, mais le nouveau gouvernement ne prend pas de décision sur le niveau de soutien en certificat vert à la production pour les énergies renouvelables. Ça fait des mois que c'est annoncé, que ça ne vient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a besoin d'un financement bancaire pour pouvoir boucler le financement de ces projets. Et on ne sait pas avoir de financement bancaire s'il n'y a pas de certitude sur le niveau de soutien à la production. Et donc, après plus de 10 ans, on a des permis et on ne peut pas les construire parce que le gouvernement ne décide pas sur les certificats verts. C'est comme ça. Projet des Buissenets, Moulin du Buissenet à Pérué. Là, c'est un projet qui est vraiment très particulier, mais qui débute aussi en 2016. Hein, donc on arrive proche des 10 ans. Fin 2016, le gouvernement somme la Sofico de lancer un appel d'offres pour construire des éoliennes sur les aires d'autoroute. Clé et d'autres coopératives de Resco-Wallonie, dans un consortium de coopératives, on répond à cet appel d'offres et voilà, on propose des offres sur une série d'aires d'autoroute. Et notamment, l'aire de Genotte à Pérué est acceptée. Hein, c'est le consortium qui remporte cette aire-là. Et quand on se dit, ça serait bien de faire plus qu'une éolienne, hein, il y a la place pour mettre d'autres éoliennes le long de l'autoroute sur les terres agricoles, on se rend compte qu'en fait, IPAL a déjà réservé ces terrains. Et donc, on se met en collaboration avec IPAL pour créer le projet Moulin du Buissenet. 3 éoliennes qui appartiennent à IPAL, qui maintenant, en fait, c'est IPAL plus Luminus plus IDETA, dans une société qui s'appelle EolWapi. Et alors, l'éolienne sur la zone de Genotte, sur l'aire de Genotte, qui appartiendra au consortium de coopératives citoyennes. Et comme Clé était réellement un jet de pierre à ce moment-là, puisqu'on était encore à Pipet de cette zone, c'est Clé qui était en charge de suivre ce projet, de le co-développer. Et on a un permis autorisé, un recours par les ministres, autorisé par les ministres suite à un recours, en 2023. Un recours en annulation est introduit par 2 riverains auprès du Conseil d'État. Quand on dit 2 riverains, il y en a un qui habite Gand. C'est pas vraiment un riverain, mais soit, mais qui a racheté le château local. Et on décide, parce que le recours n'est pas très, très solide. Donc on sait qu'une annulation est possible, mais on sait aussi que s'il y a annulation, ce ne sera pas très difficile de faire reprendre le permis. Et le nouveau ministre en charge nous a assuré qu'effectivement, cette configuration le long de l'autoroute rentrait bien dans le type de projet qu'il recommandait d'autoriser. Cependant, on se trouve dans une situation où malheureusement, on a un décalage entre la construction des 3 éoliennes d'EolWapi et l'éolienne de l'aire de Genotte. Premièrement, parce qu'on a encore quelques points à régler relativement à l'aire d'autoroute elle-même, mais ça, il faudra encore un peu de patience, mais ça va se régler. Donc ce n'est pas encore trop stressant. Mais par contre, alors que EolWapi n'a pas besoin de financement bancaire, en tout cas je ne pense pas, on me confirme que non, pour commander tous les travaux et les éoliennes nécessaires pour faire cette construction, le consortium de coopératives a besoin d'un financement bancaire. Et on se trouve dans la même situation que Mourcourt-Rumilly. Pas de décision au gouvernement wallon, pas de niveau de soutien établi, pas de financement par les banques. Donc de nouveau là, on va se retrouver avec une procédure qui a duré à peu près 10 ans et on ne sait toujours pas construire.
Alors, on va un petit peu quitter l'éolien maintenant, hein. On va se retourner vers le photovoltaïque. Il y a maintenant, quand même déjà 2 ans, on avait répondu à un appel à projet de la ville de Soigny, qui avait elle-même fait les démarches pour avoir un permis et pour avoir les concessions nécessaires pour pouvoir développer un parc photovoltaïque flottant sur l'ancienne carrière du Père Longeour à Soigny. Vous savez que les anciennes carrières, souvent, à la fin de l'exploitation, on laisse le niveau d'eau remonter dans la carrière et voilà, on a un beau plan d'eau. Et dans certains cas, il peut être tout à fait intéressant de décider de mettre du photovoltaïque sur une partie de ce plan d'eau. Et donc, on a remis offre conjointement avec une société qui s'appelle Green for Power. Je me suis trompé d'ailleurs, il y a 2 E et un N. Qui elle-même a Perpetuum comme actionnaire principal. Et Perpetuum, c'est un très gros constructeur de panneaux photovoltaïques, enfin d'installations photovoltaïques plutôt. Et la ville de Soigny elle-même, qui a droit à une petite partie du projet pour rétribution de tout son travail de développement. Seulement, le problème, c'est qu'entre le moment où on a eu l'attribution du marché et le moment où on aurait dû commencer à construire, mais il y a eu énormément de changements au niveau économique. Vous vous rappelez bien, il y a eu la crise. Il y a eu tellement de complications au niveau du plan financier pour différentes circonstances économiques, notamment le prix des matériaux, le prix de l'électricité qui chutait, le prix de matériaux qui augmentait, le raccordement qui était problématique, que la mise en œuvre a été retardée. Mais en 2024, il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés, qui ont fait qu'un business plan est à nouveau viable, est à nouveau possible. Alors, il y a 2 éléments essentiellement qui ont changé. Premièrement, donc Perpetuum et Green Power ont réussi à trouver des autres systèmes pour les panneaux flottants qui sont moins chers que les précédents, ceux qui étaient envisagés précédemment. Et ensuite, il y a un partenariat possible qui s'est dégagé pour faire une injection en ligne directe du courant produit avec les installations de Gralex qui sont juste à côté. Et quand on peut injecter du courant en ligne directe, on évite tous les frais de réseau. Et aussi, c'est beaucoup plus facile et moins coûteux de construire une ligne directe proche qu'un raccordement au réseau. Et donc, ça nous permet de vendre l'électricité à un prix suffisamment élevé que pour avoir un plan financier rentable. Sachant que quand on est avec un partenaire comme Green for Power, qui en fait est un fonds d'investissement, un fonds de pension, hein, mais ça a certains inconvénients, parce que c'est un gros partenaire, c'est toujours un inconvénient d'avoir un gros partenaire. Mais d'un autre côté, c'est un partenaire qui a des exigences financières très élevées. Et donc, on aurait peut-être construit avec des exigences un petit peu moins élevées. Mais on est marié avec eux. Et donc, on est bien obligé de trouver un dénominateur commun. Et en soi, voilà, ça a ses avantages aussi. Donc ici, le début de construction est espéré pour juin-juillet 2025 et la mise en production est espérée pour octobre 2025. Ah. Oui. Attends. Je pense là. Oui, tu as raison, merci. Merci, j'avais mal vu. Merci Manon. Ah, non, c'est là que je vais le faire. Ça ne veut plus bouger. Ah, merci. Voilà. Donc, on a un deuxième projet photovoltaïque, on va dire important, en cours, qui est un développement qui allie mobilité et photovoltaïque. C'est le projet Reflex. C'est un projet qui est bien plus large que notre petite installation prévue sur Tournai. C'est un projet qui a été accepté dans le Fonds de transition énergétique dans la sélection 2023.
et qui prévoit d'avoir 10 stations pilotes en Belgique. Donc c'est un projet conjoint flamand-wallon, coopérative flamande, coopérative wallonne. Le but est de monter des projets pilotes de stations de recharge de véhicules électriques avec des productions d'électricité sur carport, photovoltaïque, avec du stockage, du service au réseau et des bornes de recharge dont une partie seront bidirectionnelles. Clé développe une station pilote en collaboration avec la ville de Tournai. C'est un projet qui malheureusement en 2024 est resté à peu près au point mort, mais qui reprend maintenant son développement en 2025. Voilà. Alors un projet phare dont vous avez tous entendu parler avec la campagne Notre Énergie, c'est le projet SeaCoop. Pour ceux qui auraient échappé à la communication, SeaCoop est une super coopérative créée par 34 coopératives wallonnes, flamandes et même une bruxelloise. Et c'est une coopérative destinée à permettre aux coopératives de production d'aller dans l'offshore en mer du Nord, dans l'éolien offshore en mer du Nord. Alors il y a 2 volets à l'activité de SeaCoop. Le premier volet, c'est un accord avec Aspiravi Offshore, dans lequel SeaCoop a racheté 10% des parts de Aspiravi Offshore, qui elle-même détient 70% du parc Northwind. Donc, le parc qui est là. Ce qui fait qu'avec ce jeu des pourcentages, il y a une puissance de 15 MW, soit 5 éoliennes, qui appartient à SeaCoop et donc par là un petit morceau à chaque fois dans les différentes 34 coopératives. C'est un parc qui existe depuis déjà un certain temps, donc ce n'est pas un nouveau parc, mais il a encore des belles années de production devant lui. Et ça nous permettait de mettre un pied dans l'offshore et d'avoir un revenu certain pour SeaCoop, parce que ça a quand même demandé pas mal d'efforts, d'énergie humaine et de fonds déjà aussi pour créer SeaCoop et pour se créer une expertise dans le domaine et surtout pour se faire reconnaître des acteurs du domaine. Parce que le but final de SeaCoop, c'est de pouvoir rentrer une offre dans l'appel d'offres pour la zone Princesse Elisabeth I. Et voilà, on ne sait pas finalement s'il y aura PEZ2 et PEZ3, ça on verra bien, mais en tout cas PEZ1 a été lancé en adjudication. Et SeaCoop a conclu un accord avec d'autres entreprises du domaine pour créer le consortium ADOCwind. Les soumissions doivent être faites en août 2025 et la désignation du vainqueur est espérée pour fin 2025. Alors, juste pour information, le consortium ADOCwind est composé de Eneco, de Ocean Winds, qui est en fait Engie, de Otari, qui lui-même est un consortium, et de SeaCoop. Oui. Alors actuellement, on est à 6,03% en fait, au 31 décembre. Mais ça, c'est assez artificiel parce qu'il y a un jeu des coopératives qui ont mis leurs fonds quelques mois avant les autres. Donc c'est artificiel, on va dire. Mais notre engagement dans SeaCoop, c'est 4,2% des parts de SeaCoop pour clé. Tout à fait, mais on peut noter ça pour l'avenir. Notre intention, c'est bien d'effectivement prendre notre 4,2%, qui devrait être atteint à partir de cette année, de fin de cette année-ci, parce que normalement, tous les jeux des plus et moins devraient être égalisés, ou plus ou moins égalisés, pour fin 2025. Mais de fait,
il y a toujours un risque que des coopératives, et ça pourrait très bien être clé, hein, à un moment donné, ne parviennent pas à mettre le montant qui alors est repris par d'autres coopératives, etc. Notre énergie, je pense que ce n'est nouveau pour personne, mais ça a amené des nouveaux et ça j'en suis très contente. Les résultats de campagne, donc pour les 34 coopératives, on a levé plus de 7 millions d'euros. À savoir que Clé, au 25 avril à peu près, a récolté 600 000 euros. Merci à vous, au final, puisque vous êtes les acteurs même de notre énergie. Les prochaines étapes de communication pour l'équipe SICOP en elle-même, c'est la rédaction du CAP. Le CAP, c'est un plan de communication et de participation. Et c'est ce qui va permettre de prouver la participation citoyenne directe, donc le fait que le citoyen soit directement impliqué dans les levées de fonds du consortium ad hoc dont Fabienne vient de vous parler. Et si on remporte l'appel d'offres, on l'espère très fort, une deuxième campagne de communication où vous serez amenés à devenir les acteurs principaux de notre énergie, puisque vous en parlez mieux que nous. On sait tous que le bouche à oreille, ça fonctionne le mieux. Et voilà, donc il faut savoir, bien évidemment, vu les coûts de PEZ à venir, il y aura plusieurs levées de fonds qui vont venir au sein de Clé, déjà pour notre énergie, et puis par la suite pour tous les projets dont Fabienne vient de vous parler. Vous vous trouvez, c'est un petit aparté, vous vous trouvez ici dans les bureaux qu'on va occuper à partir du mois de septembre, puisqu'on va lancer les travaux du bâtiment qui a été acheté en 2023, si je me souviens bien. Oui, je pense, 2022-2023. Et donc, on va être ici pendant environ 6 mois, où ce sera la période du gros œuvre, où on va vraiment, si vous voulez savoir plus en détail, on va bouger une cage d'escalier et on va faire en sorte de remettre à niveau les différents étages clécocitaires pour que par la suite, on puisse vous y accueillir aussi. Fabienne, tu veux reprendre Rescope? Voilà. Je vais rester derrière. Merci. Voilà. Mais comme vous voyez, tout ça, ce bouillonnement d'activités, on ne fait pas ça tout seul. On fait ça parce qu'on fait partie d'un beaucoup plus grand groupe, un beaucoup plus grand projet quelque part qui s'appelle Rescope Wallonie. Rescope Wallonie, c'est la fédération des coopératives citoyennes de même nature que Clé, qui sont réparties sur toute la Wallonie. Même chose en Flandre, surtout de la région flamande. Et voilà, Clé fait partie des fondateurs de Rescope Wallonie, puisqu'on est quand même parmi les premières coopératives citoyennes qui ont émergé en région wallonne. Et Rescope a bien grandi avec le temps. Actuellement, fin 2024, l'ensemble des Rescope totalisait presque 23 000 coopératrices et coopérateurs, une belle croissance par rapport à 2023. 62 mégawatts installés, hein, quand on prend l'ensemble des coopératives, et 119 000, on va dire 120 000 mégawattheures électriques produits en 2024, ce qui est quand même pas mal. On a aussi, outre toutes les coopératives plutôt éoliennes, photovoltaïques, hydrauliques, on a aussi une coopérative qui est plus dédiée à la chaleur, à la biomasse bois, c'est Copéos. Vous avez probablement déjà entendu parler, certains d'entre vous sont probablement coopérateurs chez Copéos. Eux s'occupent vraiment donc de biomasse sèche et de chaufferie bois et de réseaux de chaleur sur base de ces chaufferies. Alors, Rescope Wallonie, en 2024, elle a travaillé sur tout un tas de sujets. Un tas de sujets qui sont des sujets à portée politique. Et quand on est dans une année électorale, forcément, ça génère une très très grosse activité politique. On a notamment, dans ces aspects politiques, travaillé sur le décret pour imposer une participation citoyenne dans les nouveaux projets éoliens. On va bien voir ce que ça devient maintenant, mais en tout cas, on reste très actif là-dessus. Il faut savoir que Edora et la FEBEC, qui sont essentiellement des gros acteurs privés de l'éolien, même si nous sommes 2 ou 3 coopératives qui font partie d'Edora, mais on n'a pas un poids suffisant.
Donc Edora et la FEBEC ont introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour faire annuler les articles du décret qui imposent la participation citoyenne. Nous sommes occupés avec Resco Wallonie à introduire, à faire une intervention dans la procédure officielle auprès de la Cour constitutionnelle pour faire valoir nos propres arguments par rapport à ce décret. Donc on sait que ce décret a certaines maladresses et qu'il doit évoluer. Donc parallèlement, on fait des propositions en accord avec l'Union des villes et des communes. On fait des propositions politiques pour avoir des modifications de ce décret. Voilà, c'est encore un beau jeu en cours. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les participations, mais il faut quand même savoir qu'à côté des aspects techniques et légaux, Resco Wallonie s'intéresse aussi de très près à l'aspect biodiversité. Donc, on a participé à un projet qui s'appelle No Net Loss, donc pour éviter les pertes de nids lors des périodes de nidification dues aux constructions éoliennes ou autres, pour éviter ces pertes. Et on participe à un fonds qui s'appelle Un vent de nature, et on participe à ça en collaboration avec d'autres acteurs de l'éolien qui s'intéressent au sujet. Et on est aussi, mais ça c'est plutôt sur 2025, en cours de rédaction d'une position sur l'agrivoltaïsme. Oui. Ce sont des discussions avec les maisons médicales qui sont intéressées en fait à rejoindre éventuellement, à investir éventuellement dans des participations dans les coopératives. Et éventuellement devenir client aussi de Cositer. Dans toute la Wallonie. En fait, Clé a eu un contact avec les maisons médicales il y a déjà quelques années. Finalement, personne n'avait vraiment eu le temps, ni chez eux, ni chez nous, d'aller au-delà. Et puis, comme il y a d'autres coopératives dans d'autres zones de la région wallonne qui avaient eu les mêmes demandes localement, on s'est dit, en fait, c'est plutôt un sujet pour Resco Wallonie, où l'ensemble des coopératives s'adresse finalement à l'ensemble des maisons médicales. Voilà. Donc c'est pas un sujet urgent ni prioritaire, mais c'est un sujet de fond intéressant. Mais disons, voilà, ils ont de la trésorerie qu'ils ont envie d'investir utilement. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Voilà, ça peut aboutir à un partenariat financier, oui, un investissement de maison. Clé, donc Rescope, c'est une ASBL, d'accord, c'est la Fédération des coopératives citoyennes d'énergie. Et Clé est un des membres fondateurs de cette fédération. Et nous sommes extrêmement actifs dans cette fédération. Il faut savoir aussi que c'est Resco Wallonie, c'est le premier lieu qui a existé pour la collaboration entre les coopératives, en fait, la coopération entre les coopératives. C'est via Rescope qu'on a appris à se connaître, à s'aligner et à collaborer ensemble. Et on co-développe certains projets, on s'entraide sur d'autres, on partage des informations, il y a des midis de l'information, etc. Donc Resco Wallonie n'investit pas, vraiment c'est une ASBL en fait. C'est une fédération dans toute son acceptation du terme. Sauf que... Pardon ? Elle vit d'une part des cotisations des membres, donc Clé cotise à Resco Wallonie, comme tout le monde, et en partie de subsides qui sont donnés par la région wallonne. Et actuellement, ce sont des subsides de l'économie sociale. Tandis que les autres coopératives et Resco Wallonie, toutes comme Clé, font partie du secteur de l'économie sociale. Et alors, le plus grand projet commun de toutes les coopératives wallonnes, mais finalement, c'est Cositer. Quand je dis toutes, c'est presque toutes les coopératives wallonnes de Resco Wallonie. Donc, Cositer a été créé officiellement fin 2012, a commencé à fournir ses premiers COB, donc certains dans la salle ici, en 2014. Et a vraiment démarré ses activités en 2015. Alors de 2015 à 2018, on a été vraiment en apprentissage.
On avait passé des accords avec un fournisseur qui était essentiellement actif en Flandre sur le résidentiel et très peu en Wallonie, ce qui fait qu'on n'avait pas de concurrence. Il nous a vraiment, vraiment bien aidé à monter au départ. Et puis en 2018, la Coop est venue nous dire, dites, vous commencez à avoir trop de clients, ça ne va plus, vous ne pouvez pas continuer avec la licence limitée que vous avez, vous devez passer avec une licence normale de fournisseur. Et donc là, on a fait le grand saut et on est devenu fournisseur à part entière. Et à ce jour, enfin, au 31 décembre 2024, on est à 13 206 clients. Alors d'un côté, c'est très bien, on est très content, et d'un côté, ce n'est pas assez. On doit absolument et impérativement augmenter notre nombre de clients. C'est vraiment, c'est extrêmement important, en fait, de pouvoir augmenter ce nombre de clients. Et sur les 2007 ménages de coopérateurs clés, parce qu'en termes de fourniture, on parle de ménages et pas de personnes individuelles. Hein. Donc on a beau avoir beaucoup plus de coopérateurs que ça, on a 2007 ménages. Eh bien, on n'a que, finalement, un peu plus de la moitié qui sont clients cocitaires. Et donc, notre challenge, c'est d'essayer de convaincre tous les autres ménages coopérateurs de clés de devenir clients de cocitaires. Et voilà, je ne vais pas vous demander de lever la main. Donc, il est possible que dans la salle, il y en a qui ne soient pas encore clients de cocitaires. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir après pour demander des renseignements. Mais surtout, ce que je demande à chacun d'entre vous, tous ceux qui sont déjà clients de cocitaires, c'est d'être des ambassadeurs finalement. Des ambassadeurs de cocitaires auprès de tous les autres coopérateurs. Sachant qu'on est toujours disponible pour venir vous aider à convaincre vos amis, vos copains, vos connaissances, vos voisins. Bien sûr. Bien sûr, on va en présenter un. On va présenter un ici. Voilà, ça c'est notre argument, un de nos arguments. C'est notre positionnement sur le marché de l'électricité. On fonctionne suivant un système très particulier que Jean-François va vous expliquer dans un instant. Les courbes que vous voyez là représentent la moyenne des prix des contrats de chaque fournisseur, carte tarifaire de chaque mois. Donc il faut savoir que chaque mois, tous les fournisseurs doivent annoncer leur carte tarifaire, qui est valable pour la durée du contrat, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour les clients qui passent leur contrat le mois en question. Et il faut savoir que Cocitaire, elle a un contrat. D'accord ? Elle propose un contrat. Les autres fournisseurs, en général, proposent toute une pléthore, ce qui complexifie extrêmement la comparaison et la compréhension. Et souvent, dans ces contrats, il y a un contrat qui est très, 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 très bon marché. Mais ce contrat, vous ne l'avez que si vous prenez tout en électronique, que vous payez quasiment 1 an d'avance, etc., etc. Il y a beaucoup de conditions. Et dans certains cas, il y a donc un nombre très limité de contrats disponibles à ces conditions-là aussi. Donc, c'est un produit presque fictif. Voilà. Il existe, mais il n'est pas vraiment accessible à tout le monde. Et donc, si on veut se faire une idée de la réalité de l'offre de chaque fournisseur, il faut finalement moyenner l'ensemble de ces types de contrats. Et quand on fait ça, on voit que Cocitaire, donc ici, eh bien, en général, elle est le meilleur marché. Il y a un fournisseur qui nous bat systématiquement, c'est DATS24, presque systématiquement. Donc DATS24, c'est Colruyt, mais DATS24 a un nombre de clients encore largement inférieur à Cocitaire et sur un tout autre créneau. Donc ce n'est pas réellement une concurrence pour Cocitaire. Et dans les autres contrats, il y a des choses très très marrantes, vous voyez. Dans tout un temps, finalement, on n'était peut-être pas fort copié, maintenant on devient de plus en plus copié. Et vous voyez que quelqu'un comme Mega, qui a été racheté par les Suisses il y a 1 mois ou 2, vous avez sûrement entendu parler de ça, eh bien, leurs prix se sont brutalement ajustés. Comme c'est bizarre.
Et Bolt, ça, je sais pas, oui, je pense que le prix est déjà intégré là-dedans. Voilà, Bolt est quand même très très haut finalement et qui se prétend avoir un modèle de type citoyen. Ici maintenant, a créé un nouveau produit qui se base sur une coopérative citoyenne aussi, mais qui est quand même citoyenne à la mode lumineuse, quoi. Et qui annonce aussi, voilà, une propriété des installations par les citoyens, etc., etc. Mais en fait, de nouveau, c'est toujours Bolt derrière qui tire les ficelles. Et grâce à cela, ils copient notre modèle, en fait, hein, il faut être conscient. Et ils ont aussi maintenant une moyenne qui est largement descendue, qui se rapproche tout doucement de la nôtre. Alors, Jean-François va l'expliquer dans une minute. On ne peut pas garantir qu'on sera toujours les meilleurs marchés. On ne sera pas toujours les meilleurs marchés. Si le prix de l'électricité continue à descendre, à un moment donné, il y en a d'autres qui vont être moins chers que nous. Mais avec notre formule, si les prix de l'électricité montent, comme ça a été le cas lors de la crise, nous, on restera les moins chers et beaucoup moins chers que les envolées des prix. Je passe la parole à Jean-François. Bonsoir. Alors, à côté de cette évolution de prix, en fait, on trouvait intéressant de refaire un point sur des messages qui sont arrivés le week-end dernier là, sur les GSM, toute une série d'alertes qui annonçaient que les prix de l'électricité de manière générale étaient négatifs. Que les prix de l'électricité étaient négatifs. Dimanche dernier à 13h était vachement négatif puisqu'on parle de 462 € par mégawattheure, donc c'était vraiment très très négatif et donc on trouvait que c'était intéressant de refaire un point sur qu'est-ce que ça veut dire 462 € négatif, d'où ça vient, etc. Donc voilà, comment Clé en tant que nous vendeurs d'électricité, parce qu'au final la coopérative Clé elle vend de l'électricité qu'on produit. Et donc, quand on vend quelque chose à prix négatif, ça coûte. Donc, comment est-ce que ce genre de message doit être compris quand on voit ça sur les réseaux, sur les journaux d'information? Et est-ce que l'électricité à prix négatif bénéficie-t-elle vraiment à ses clients? Et donc, on va reparler de Cositer, parce que justement, Cositer a une formule un peu intéressante, peut-être par rapport à tout ça. Alors, quand on regarde ce que ça veut dire, le 462 €, en fait, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse et regarder ce que ça veut dire et à quoi correspondent les indices d'électricité, parce qu'il y a plusieurs indices d'électricité qui existent dans le marché, en Belgique en tout cas. Il y en a d'autres en Europe, mais en Belgique, on a essayé de simplifier un peu les choses pour montrer les indices principaux. Et donc le 462 €, on le retrouve quand on va sur un site internet qui reprend les informations d'un indice qui s'appelle Belpex. Donc Belpex, c'est un indice d'électricité qui est de l'électricité qu'on fournit éventuellement le jour même, mais surtout le day ahead, donc le jour d'après. Et donc ça permet de retrouver en fait le 462 € qui a été annoncé. Donc le 462 € en fait c'est pour de l'électricité qui est dans un contrat qui est fourni demain, et en l'occurrence à 13h. Et donc c'est vraiment un indice d'électricité spot, c'est-à-dire de l'électricité qu'on s'engage à fournir demain à une certaine heure, et on voit qu'on a un indice Belpex toutes les heures de la journée. Donc évidemment les journaux ont repris une information très spécifique qui était justement à 13h 462 €. Ça n'a pas été négatif tout le long de la journée, puisque par exemple à 8h du matin ou à 7h du matin, on est à 60 €, 6h du matin, 79. Donc c'est un prix qui varie d'heure en heure, et c'est un prix qui est valable pour de l'électricité fournie le lendemain.
À côté de cet indice spot, donc électricité du lendemain, on a d'autres indices qui existent et certains fournisseurs les utilisent. C'est les indices qui sont ce qu'on appelle sur une autre référence qui est Index et qui est un indice futur. Donc c'est un prix à terme. Et c'est pas de l'électricité Belpec, c'est pour de l'électricité demain. Ici, on est sur de l'achat à terme. Et le terme, c'est quoi? Ça peut être un mois. Ça peut être un... non, pardon. Ça peut être un mois. Non, ça ne marche pas. Pardon, c'est ici. Voilà. Bon. Bon, tant pis. Alors, ça peut être... je sais pas, ça ne marche pas. Ah, c'est en dessous. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, c'est de l'électricité à terme. Alors, il y a différents termes. On a un mois. Donc, on peut acheter de l'électricité ou s'engager plutôt à fournir de l'électricité en juin. On est en mai maintenant. On peut s'engager à fournir de l'électricité en juin. Et si on s'engage à fournir de l'électricité en juin, c'est 1 mégawattheure vaut par exemple 63 € pour tout le mois de juin. Donc, toute l'électricité qu'on fournira en juin vaudra 63 €. Un autre terme, c'est dans 2 mois, juillet, 66 €, août, 65 €. Et dès qu'on passe les 3 mois, on a d'autres indices de termes qui sont les trimestres. Et donc on peut s'engager à fournir de l'électricité ou à acheter en fonction dans le 3e trimestre de 2025, le 4e trimestre de 2025, 1er trimestre 2026, 2e trimestre 2026. Et là, on a d'autres prix. Et donc on voit par exemple que l'hiver, Q1 2026, le 1er trimestre 2026, on a de l'électricité qui, à terme, sera, en tout cas au prix actuel, ou en tout cas la prévision actuelle du prix de l'électricité en Q1 2026, c'est 99 €. On peut aussi aller un peu plus loin, et c'est comme ça que les fournisseurs travaillent quand ils veulent faire des tarifs fixes. On peut aller plus loin en s'engageant sur la fourniture ou l'achat de l'électricité sur tout 2026. Et tout 2026, on est à 86 €. Tout 2027, on voit, il y a une inversion dans la courbe, on est à 80 €. Et 2028, le prix est encore plus bas puisqu'on est à 72 €. Et donc ça, c'est un autre type d'indices, ce sont les indices futurs. Certains fournisseurs d'électricité, quand vous achetez votre électricité à prix variable, certains fournisseurs d'électricité utilisent les prix index. Je pense qu'Eneco, par exemple, a ce type de référence. Et donc, quand vous achetez de l'électricité à prix variable, en fait, vous achetez de l'électricité qui va varier, par exemple, tous les 3 mois, dont le prix va varier tous les 3 mois en fonction de cette référence qui est le trimestre. Donc ça, c'est un autre type d'indice, l'achat futur, l'achat forward. Et on a encore quelque chose d'un peu différent, c'est le BELIX, c'est un 3e type d'indice. Et en fait, le BELIX, lui, c'est assez simple, c'est une moyenne arithmétique des observations horaires de l'indice qu'on a vu du premier, donc le BELPEX. Donc le BELPEX, on a vu, il fournit des prix d'électricité toutes les heures. Donc on a 24 observations par jour. Et le BELPEX, en fait, fait la moyenne des 24 observations par jour pendant 31 jours, par exemple. Et tous les mois, on a une valeur. Et donc évidemment, cette valeur, elle est connue à la fin du mois, puisqu'on a besoin de toutes les observations horaires pendant toutes les journées du mois. Et donc, par exemple, on voit que ici en 2025, en avril 2025, le BELIX était à 73 €. Donc, si vous avez un contrat qui est indexé sur le BELIX, tous les mois, vous avez un contrat variable indexé sur le BELIX, tous les mois, le prix va changer en fonction de la moyenne des valeurs horaires sur le mois précédent. Donc ça, c'est le BELIX. Donc on a le spot, le futur, le BELIX qui est une moyenne des prix horaires. Et là-dedans, en fait, Cositer intervient. Et donc l'idée est donc de montrer ici comment fonctionne Cositer et donc comment est vendue l'électricité de Clé
des différentes éoliennes de Clé, puisqu'a priori, Clé vend son électricité à Cositer, et Cositer la revend à ses clients qui sont les coopérateurs. Donc dans ce contexte-là, comment est-ce que ça intervient pour Cositer et quel est le risque pour Clé? Pour Clé, donc, qui est le fournisseur d'électricité qui vend son électricité, en fait, Cositer a mis en place un espèce de mécanisme qui équilibre son prix d'achat d'électricité et son prix de vente, puisque l'indice qui est utilisé pour acheter son électricité, il est le même que l'indice que Cositer propose à ses clients. Comme Fabienne l'a dit, chez Cositer, on n'a qu'un seul contrat, c'est un contrat à prix variable indexé sur le BELIX, donc qui est un prix qui varie tous les mois. Et donc, puisque Cositer revend de l'électricité à prix variable indexé sur le BELIX, Cositer achète cette électricité, la même quantité a priori, aux coopératives, donc à Clé, sur le même indice qui est le BELIX, on a une espèce de match ou une espèce de cohérence entre les prix d'achat et les prix de vente. La différence entre le prix d'achat aux coopératives et le prix de vente, c'est pour payer les frais de fonctionnement de Cositer, puisqu'a priori, Cositer n'est pas là pour vraiment faire du bénéfice. Cositer est là pour offrir le service de vente d'électricité aux clients coopérateurs. Alors, on voit qu'il y a deux lignes ou deux parties dans le graphique. Il y a la partie du haut où on fait intervenir les coopératives, donc les SPV, c'est-à-dire les fournitures, les éoliennes qui tournent. On a la première partie pour les coopératives et de l'autre côté les clients. Et on a cet équilibre puisqu'on utilise quelque part le même indice. Et donc il n'y a pas de différence, où il n'y a pas d'incohérence, où il n'y a pas de variabilité, où d'un côté on aurait une grosse variabilité parce qu'on est sur un indice plutôt spot et de l'autre côté plutôt long terme, il n'y a pas cette variabilité. Alors l'autre partie plus bas, c'est que Cositer achète aussi plus d'électricité qu'il ne vend à ses clients, parce que comme on l'a dit, Cositer n'a que, entre guillemets, 13 000 clients, et donc il y a aussi d'autres coopératives, et nous aussi par exemple, qui vendons notre électricité, mais qui du coup génèrent pour Cositer trop de volume ou plus de volume que des volumes vendus aux clients, parce qu'il manque encore des clients, mais on veut assurer ce service, et là évidemment, on n'est pas sur le même type de référence, mais là encore, on a un certain équilibre, puisque les prix d'achat de l'électricité qui ne sera pas, ou qui est en surplus par rapport au nombre de clients ou la consommation du nombre de clients, l'électricité, elle est achetée sur le marché spot, et donc le 462 € s'est retrouvé ici, mais Cositer l'a revendu aussi sur le marché à 462 € avec une petite marge, juste d'intermédiation. Et donc, en fait, on est vraiment sur de l'électricité qui rentre chez Cositer et qui ressort de Cositer, simplement pour permettre aux coopératives qui ont trop de production par rapport au nombre de clients d'être quand même servies par l'instrument que nous avons tous créé ensemble, qui est Cositer. Et donc, on a bien ces deux parties. Une partie de l'activité de Cositer qui est liée à la vente aux clients, et donc acheter de l'électricité en suffisance au même indice qui est le BELIX. Et l'électricité en surplus, elle est vendue au prix du marché. Et donc, on n'a pas vu apparaître, donc tout ça pour dire qu'on n'a pas vu apparaître dans le bilan de Clé, alors évidemment c'est tout récent et donc ce sera pour l'année prochaine, mais on n'a pas vu apparaître dans le bilan de Clé cette électricité à moins 462 €, et donc il n'y a pas eu d'impact financier pour la coopérative par rapport à ça. Et par rapport à la question là tout à l'heure sur combien d'électricité va d'un côté ou l'autre, en fait Cositer n'achète pas vraiment à l'extérieur, puisque tout ça vient des coopératives. Donc, oui, bien sûr, tout ça vient des coopératives, d'accord ? Ça vient des coopératives, et en fait, pour savoir à quoi ça correspond plus ou moins, on avait dit 13 000 clients qui consomment, alors après photovoltaïque, machin, etc., mais qui consomment peut-être 3,5 MWh
ou 3500 kWh par année, 13 000 fois 3500, ça explique, ou ça donne une idée du volume ici qui est acheté à ce prix variable Bélix. Et le reste des coopératives ou des instruments de production des coopératives est lui vendu en passage simplement en fait. Et donc, en pratique, parce que là, on trouvait que c'était aussi intéressant de revenir un peu dans les détails sur les différents SPV. Donc vous avez vu, SPV, c'est les différentes sociétés filiales. Alors, la coopérative est une espèce de holding qui détient une série de SPV. Donc, on a par exemple PELS, qui est l'instrument historique qui détient notamment l'éolienne de Leuze. Eh bien, PELS, 100% éolien, qui est vendu à Cositer. Elle tourne depuis novembre 2011 pour Leuze et un peu plus tard pour Molenbeek. Et en fait, là, on voit que PELS, donc une des premières filiales de Clé qui revend à Cositer, elle le revend au circuit court. C'est-à-dire ce mécanisme indexé sur le Bélix, etc. Donc l'électricité de PELS va directement à Cositer et va directement au client. La deuxième, Tournéol. Tournéol, c'est les éoliennes à Tournai-Antoine-Brunehaut. Là, on est actionnaire à 72,5%. On n'est pas actionnaire à 100%. On est actionnaire à 72,5%. Les autres, c'est 26 à Tournai. Il y a 2 éoliennes. Donc, puisqu'on est majoritaire dans la société, on a décidé de revendre également à Cositer en circuit court. Donc, Tournéol revend aussi son électricité à Tournéol, donc est dans la partie supérieure du graphique précédent. En plein vent, c'est une éolienne à Gorin. Là, on est actionnaire avec Courant d'Air, une autre coopérative. On est actionnaire, donc c'est une autre coopérative qui est partenaire dans Cositer. On est actionnaire à hauteur de 20%, l'autre coopérative à 80%, et l'ensemble de l'électricité est revendu depuis 2025 à Cositer en circuit court. OSE, c'est de l'hydroélectricité qui est de la copropriété des différentes coopératives. Alors on n'a pas grand-chose, 1,5% nous, mais les autres coopératives participent aussi. Et l'électricité hydroélectrique sur la Meuse et la Sambre sont revendues à Cositer en circuit court. Donc ça, c'est les 4 types ou les 4 entités de Clé qui revendent à Cositer en circuit court. Donc l'électricité qui est ici produite par ces 4 instruments va directement au client. À côté de ça, on a d'autres participations dans lesquelles on est minoritaire et donc on n'a pas toute la possibilité de décider où on va revendre l'électricité. Les Vendars Panivelle, on a 15% de 4 machines et ça c'est vendu. Le conseil d'administration des Vendarp a décidé de vendre à spot, donc c'est-à-dire le Belpex, chez Axpo, qui est on va dire un grossiste d'électricité. Fran-les-Vents, on a 22,5% d'une éolienne. Là non plus, on n'est pas majoritaire. Et là aussi, puisque l'autre actionnaire, c'est 26, dans les 2 cas, revend son électricité à Axpo. Vent-de-la-Sille, c'est notre éolienne à Silly. On est 100% propriétaire, mais le contrat, l'accord qu'on avait avec Vent-de-la-Sille et Colruyt, parce que le parc de Silly est détenu, les 4 autres éoliennes est détruit par Colruyt. Là, le projet initial ou l'obligation initiale, c'était de vendre à Colruyt, donc à date 24, on l'a vu dans les fournisseurs. Mais là, on est en train de discuter avec la banque pour changer, puisqu'on est 100% propriétaire et on est arrivé au terme du délai auquel on pouvait changer le fournisseur. On va aussi revendre notre électricité en circuit court à Cositer. Et BSR, donc Biogaz Saint-Roch, la biométhanisation, on est actionnaire à 41%. Et là, on la revend à Cositer, mais dans le bas du schéma, c'est-à-dire pas en circuit court. Donc à l'indice Belpex. On a essayé de synthétiser un petit peu l'indice, les indices, les différents prix et l'impact pour la coopérative. Ça, je pense qu'on en a parlé.
juste dire un mot. Juste pour compléter tout l'exposé de Jean-François, quand on parle de circuit court et que je vous disais tout à l'heure que Cossiter ne sera pas le moins cher quand les prix seront très bas, mais sera le moins cher quand les prix seront très hauts, c'est parce que dans ce circuit court, il y a en fait toute une partie de l'électricité qui est vendue au Bélix, comme Jean-François l'a dit, mais un certain pourcentage qui est vendu à un prix qui est fixé et qui dépend plutôt de la rentabilité de l'installation. Et donc, quand les prix descendent très fort sur le marché, on a cette partie fixe qui monte finalement la facture pour Cossiter et pour le citoyen, mais qui permet d'un petit peu mieux rétribuer le producteur. Et quand les prix de l'électricité montent très très haut sur le marché, eh bien cette partie fixe permet de limiter le coût pour le client final, donc pour vous, mais en même temps réduit un petit peu les profits de la coopérative. Et c'est pour ça que, quand, lors de la crise de l'électricité, il y a eu la fameuse loi sur les surprofits, où le fédéral a décidé, oui, mais messieurs, tous les fournisseurs qui ont vendu à des prix extrêmement élevés en profitant de la crise, vous devez restituer une partie à l'État fédéral. Eh bien, nous, on n'a pas dû le faire, parce qu'avec ce mécanisme, on était en dessous des prix plafonds imposés par le gouvernement. Voilà, c'est juste pour compléter l'explication. Et ensuite, soutien à la production d'électricité verte, et on en a déjà parlé un petit peu. Je vais vous faire grâce de l'explication des différents systèmes de soutien, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué. Mais sachez que actuellement, il y a des installations qui sont en fonctionnement, comme par exemple notre éolienne de Molenbeek, qui ne sont plus rentables. Hein. S'il n'y avait pas l'éolienne de Leuze avec l'éolienne de Molenbeek dans Pels, Pels serait en déficit en 2024 et même en 2023 en fait. Parce que l'éolienne de Molenbeek n'a pas eu de certificat vert pendant la moitié de 2023 et pendant toute l'année 2024. On en récupère un petit peu en 2025. Tout ça parce qu'avec la crise, tous les calculs qui étaient faits dans le système d'octroi qu'on appelle cas éco-recalculé ne fonctionnaient plus. Et le gouvernement n'a toujours pas pris une décision pour revoir ce calcul. Et pour le système qui a suivi, hein, qui vient prendre le relais de cette méthode recalculée pour les nouveaux projets, eh bien, le problème, c'est que ce système, qui pourtant est défini depuis 2 ans, hein, eh bien, il y a des éléments qui n'ont toujours pas été validés par le gouvernement wallon, ce qui fait qu'on ne sait toujours pas quel va être le niveau de soutien pour ces installations et donc on ne sait pas les construire. Donc voilà, la situation est réellement critique à ce niveau-là. Alors, après avoir parlé un peu des différents indices, l'idée était maintenant de passer sur les résultats et une petite explication du bilan et du compte de résultats. Et pour ça, peut-être le réviseur peut venir expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a analysé. Comme vous savez, donc depuis maintenant, je pense 2 ans, en fait, la comptabilité est faite en interne et un réviseur révise ou en tout cas analyse ou audite les comptes et remet une certification, ou en tout cas une opinion sur les comptes tels qu'ils vont vous être présentés. Bonjour à tous. Alors, je n'avais pas prévu de vous présenter les comptes parce qu'il faut. Bon, voilà, je vais vous donner mon opinion sur ces comptes puisque dans la chronologie des faits, c'est le conseil d'administration, évidemment, qui arrête les comptes annuels chaque année. Moi, je les vérifie avant qu'ils ne vous soient présentés. Et au terme de ces vérifications, j'émets un rapport qui vous dit s'il reflète ou non une image fidèle de la réalité. Sur cette base-là, vous, en tant qu'Assemblée générale, en tant que membre de l'Assemblée générale, vous devrez ou pas approuver les comptes et l'affectation du résultat qui est proposé. Alors, sur base de mes contrôle, j'ai établi un rapport qui contient une attestation sans réserve, ce qui veut dire que j'estime que les comptes qui vous sont présentés aujourd'hui donnent une image fidèle du patrimoine de votre société,
de sa situation financière et des résultats qui ont été réalisés pendant l'année 2024. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Mais je pense que les administrateurs sont... S'il n'y a pas directement de questions, je sais pas. Quand il n'y a pas de questions, c'est à double sens. Hein. Soit tout le monde a tout compris, soit personne n'a rien compris, mais j'avais privilégié la première hypothèse. Alors sur les comptes, voilà. Sur les comptes, toujours un peu la même chose. Il y a deux parties au compte. Il y a le bilan et le compte de résultat. On va d'abord partir par le bilan. Le bilan, la droite, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. C'est votre argent. Donc votre argent, 6 649 250 au 31 décembre 2024. C'est l'apport que vous avez fait en action. Donc c'est 6 600 000 euros auxquels on ajoute les bénéfices antérieurs, bénéfices antérieurs de un peu plus de 900 000 euros, forment ce qu'on appelle les capitaux propres. Et c'est cet argent qui est utilisé ou qui est investi dans les différents projets. Et pour regarder les investissements, on doit regarder à gauche du tableau, c'est l'actif du bilan. Et cet actif, en fait, se divise en deux grandes parties, les actifs immobilisés en haut et les actifs circulants en bas. Dans les actifs immobilisés en haut, on a 3,8 millions d'euros. Il y a trois postes principaux dans ces actifs. Il y a d'une part l'immobilisation corporelle. Alors pour faire simple, c'est le bâtiment de Leuze, donc c'est le bâtiment qu'on a acheté il y a maintenant 2 ans et qui va être transformé, donc c'est plus ou moins un petit 400 000 euros. À côté de ça, on a aussi les immobilisations financières, donc là c'est vraiment l'utilisation de votre argent pour investir dans les SPV, donc on a vu les différents SPV, PELS, Tournéol, etc. Et quand cet argent est investi dans le capital de ces sociétés, on le met dans les immobilisations financières. Donc environ 2,2 millions d'euros a été injecté dans le capital des différents SPV. On a vu, on est parfois 100% propriétaire, parfois propriétaire à 70%, 22%, etc. Donc c'est vraiment dans le capital de la société. À côté de ça, on a une autre immobilisation incorporelle, cette fois-ci, 1,2 million d'euros. Alors ça, c'est beaucoup d'argent. Et à quoi ça correspond? Ça correspond à l'argent qui a été dépensé depuis quelques années, parce que c'est quelque chose qui s'accumule. C'est de l'argent qui a été dépensé dans le développement de projets éoliens ou de projets énergétique. Donc plutôt que de dépenser l'argent et de le mettre dans le compte de résultat, nous on considère que on doit l'activer et on le met dans ces immobilisations corporelles pour refléter le fait que c'est de l'argent investi dans des potentiels futurs projets. Donc ici on est vraiment dans les potentiels futurs projets qui pourront voir le jour ou pas. S'il voit le jour, cet argent sera récupéré via le nouveau projet, le développement du projet, puisque le permis qu'on aura acquis sera revendu aux différents au SPV, donc à la future société qui détiendra là où les machines. Ça, c'est si le permis est obtenu. L'argent sera récupéré. Si le projet se passe mal, et ça peut se passer, l'année dernière, enfin on va le voir plus tard, mais l'année dernière, on a dû décider d'acter une moins-value sur un projet qui était un projet de biométhanisation à Farciennes. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a sorti, ou on va le sortir, de cette partie immobilisation incorporelle pour le prendre en résultat, en charge et acter, entre guillemets, la perte l'année où le conseil d'administration décide, et donc l'Assemblée générale décide, après avoir reçu les explications, décide de prendre la perte en fait sur le projet qui est développé. Donc actuellement, 1,2 million d'euros. Une grosse partie de ça vient
du développement pour lequel on a déjà fait pas mal de frais, parce qu'en général, quand on fait un développement, c'est limité à 100, 150 000 euros. Mais là-dedans, il y a un gros projet qui est quand même assez bien avancé, et enfin, voilà, qui est avancé en termes de permis, mais pas encore avancé en termes de projet. C'est le projet de l'éolienne de Genotte. Je mélange toujours, c'est le parking de Genotte, donc c'est l'aire Sofico sur la E42, où là, le raccordement a déjà été financé en attente de la construction, et on en a parlé, on a vu que le projet était un peu à l'arrêt, notamment suite aux non-décisions du gouvernement wallon. Mais donc le raccordement, la réserve chez Ores a déjà été payée. Alors à côté de ça, il y a de l'argent qui est investi, donc on l'a dit, en capital, mais ce n'est pas le seul argent qu'on met dans les SPV, parce qu'il faut quand même financer pas mal les instruments de production. L'autre partie de cet argent est investie en prêts, et ce sont des créances à plus d'un an. Ce sont les prêts que la coopérative, donc les 6 millions d'euros, sont soit investis principalement dans le capital ou dans des prêts auprès des différents SPV. Et ces prêts génèrent des intérêts qui reviennent dans la coopérative en résultat plus vite que les dividendes. Et à côté de ça, on a encore de la trésorerie qui est disponible en attente d'investissement. On était au 31 décembre 2024. Entre-temps, SICOP est arrivé. Il y a des investissements qui vont avoir lieu. Donc les choses ont déjà maintenant un peu changé. Voilà principalement sur le bilan. Alors on a évidemment des dettes, on a quelques dettes, et on a notamment décidé, mais c'est déjà il y a quelques années, on a décidé de financer par un crédit hypothécaire le bâtiment de Leuze, et ce crédit s'amortit progressivement. Il est encore à hauteur de 217 000 euros. Au 31 décembre. Donc ça, c'est une partie de la dette, c'est le financement du bâtiment de Leuze. Et ici, là-dedans, dans les dettes à 1 an ou plus, on voit aussi que c'est un montant assez important, mais ce sont des factures notamment liées à ce projet éolien de Genotte qui sont arrivées en 2025, mais qui étaient datées de 2024. Et donc, à l'heure actuelle, ça apparaît au 31 décembre comme une dette à court terme. Alors, on le voit, les différents ratios, dette, c'est souvent regardé par les investisseurs, c'est le ratio dette sur capitaux propres. Et donc évidemment, la coopérative, elle a principalement des ressources en capital et très peu de dettes. Donc en termes d'endettement, on est relativement protégé par rapport à d'autres types de sociétés. Et on a aussi le ratio entre les actifs circulants, ici, avec pas mal de prêts et de la trésorerie par rapport aux actifs immobilisés, où on a de l'argent disponible, ou en tout cas récupérable plus vite que les actions. Voilà. Alors au niveau du compte de résultat, on a un résultat de 1 petit million d'euros, 949 000 euros. Alors, je vais le dire autrement. Le résultat d'une société normale, c'est son chiffre d'affaires, c'est sa production, c'est ce qu'elle vend auprès de clients. Alors, chez nous, les résultats, il n'y a pas vraiment beaucoup de chiffre d'affaires, puisque les principaux résultats, en fait, on l'a vu, viennent de dividendes ou viennent de revenus d'intérêt. Et donc, on a un chiffre d'affaires, mais on a principalement des produits financiers qui viennent de dividendes et qui viennent de revenus d'intérêt. Et donc, on essaye toujours d'un peu réorganiser un peu le compte de résultat, parce que sinon, c'est un peu bizarre d'avoir une société qui fait du bénéfice, mais avec un revenu d'exploitation qui est négatif. Donc, en fait, en général, ce qu'on montre, c'est les revenus de la coopérative, qui sont la somme du chiffre d'affaires, des revenus de dividendes et des revenus d'intérêt. Et tout ça, en fait, a priori, c'est les éléments en bleu. À côté de ça, on a des frais de personnel, des frais d'exploitation, des charges d'exploitation et des charges financières, notamment sur le crédit bancaire, qui au final donnent un résultat positif de 316 000 euros au 31 décembre 2024. Donc on a un résultat positif qui vient pas du chiffre d'affaires, mais qui vient des revenus financiers qui ont été générés par les dividendes et les intérêts dans les années passées. Ça, c'est la présentation du compte de résultat.
Et ce compte de résultat, en fait, on peut le détailler, hein, donc on peut plus ou moins détailler. Et comme je disais, donc il y a le chiffre d'affaires et les différents revenus de placement et autres qui forment les revenus d'1,310 000. C'est la somme des deux blocs de la gauche. Les différents frais, avec les évolutions, services et biens divers, ressources humaines, etc., qui, in fine, génèrent ce bénéfice de l'exercice de 316 000 €. Alors, on a vu que dans le bilan, il y avait aussi un résultat reporté. Donc, le vrai bénéfice potentiellement distribuable de la coopérative, c'est le résultat des années antérieures plus le résultat de cette année, ce qui est potentiellement 1 200 000 €. Alors, le conseil d'administration a décidé de ne pas tout distribuer et de garder une bonne partie encore en réserve pour les années suivantes, parce que comme on l'a vu, les prix de l'électricité sont très variables et cette année 2025 et 2026 seront des années qui ne seront probablement pas si faciles que ça en termes de revenus financiers. Et donc la proposition qui a été faite par le conseil d'administration, c'est d'octroyer, comme l'année dernière, un dividende de 4,5% sur le capital au 31 décembre 2024. Alors, quand on multiplie le 4,5% par 6 649 250, en fait, vous allez tomber sur un chiffre qui est un peu plus important que ce qui est annoncé ici de 276 000. Simplement, depuis le changement de statut de la coopérative, historiquement, que vous entriez dans la coopérative au 1er janvier, au 30 juin ou au 30 décembre, vous étiez considéré comme étant coopérateur toute une année complète. Alors, ce qui est au final pas si grave que ça, parce que l'année où vous sortez, vous perdez les dividendes de l'année complète également. Donc voilà, on gagne au début, mais on perd à la fin. Mais on a voulu régulariser ça aussi, parce que dans les autres coopératives, les dividendes étaient calculés au prorata temporis, c'est-à-dire à la proportion de temps d'une année où vous êtes coopérateurs. Donc tous ceux qui sont coopérateurs et qui n'ont pas augmenté leur participation avant le 31 décembre 2023 recevront 4,5% sur leur participation. Ceux qui sont entrés dans la coopérative en 2024, ils recevront 4,5% sur leur participation fois le nombre de jours pendant lesquels ils sont restés dans la coopérative. Ce qui veut dire que le dividende brut qu'on propose de distribuer est de 276 722,34 €, ce qui correspond à un dividende net de 193 705,64 €, et on doit déduire un précompte mobilier de 83 000 € du dividende qu'on doit payer à l'État, mais que vous pourrez récupérer en fonction des conditions fiscales que vous avez, mais vous pourrez récupérer ce précompte mobilier dans votre déclaration fiscale 2026. Donc dans un an, les attestations pour 2024, pour les revenus 2024, sont arrivées chez vous il y a quelques jours. Et donc une fois qu'on a distribué qu'on a validé la distribution des 276 000 € de résultats, il restera dans la coopérative un bénéfice reporté de 926 000 € qui sera en partie utilisé les années suivantes pour combler, on va dire, les années un peu plus difficiles en matière de dividendes et en matière d'intérêt. Alors intérêt un peu moins, mais surtout en matière de dividendes, on l'a vu avec les non-décisions de la région, du gouvernement de la région wallonne, la rentabilité de certaines éoliennes est un peu plus en difficulté. Et donc, voilà, si on veut continuer à maintenir un dividende, on prendra une partie sur le bénéfice reporté. Est-ce que je peux avoir votre attention quelques instants? Parce que voici les résultats des 4 votes qui viennent d'avoir lieu. Donc, en présence dans la salle, 51 coopérateurs,
13 coopérateurs mineurs qui sont représentés par leur tuteur, donc, qui était présent, et 69 coopérateurs qui sont représentés par des procurations. Ce qui fait un total de 133 et qui correspond à 5,23% des coopérateurs totaux donc, de clés, soit 2543. Et également, il représente 3061 parts des 30 000 départs total, soit 9,87%. Alors, pour l'approbation du rapport de gestion pour l'exercice clôturé au 31/12/2024, pour 99,25%, abstention 0,75% et non 0. Et donc ça, c'est évidemment en personne. Voilà. Approbation des comptes annuels pour l'exercice, même résultat, 99,25% de pour, abstention 0,75 contre 0. Approbation de l'affectation du résultat et du paiement d'un dividende brut de 4,5%, 97,74%, abstention 2,26 contre 0. Décharge d'administrateur, 100% des votants.